Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 5, première partie. Elle n'avait pas réussi à s'en aller discrètement, ma pauvre mère. Il avait fallu qu'elle continue à jouer la comédie jusqu'au bout. Les mères offensées, les épouses d'une fidélité exemplaire, le genre noble, l'adieu à la vie. Évidemment, ces derniers mots avaient été pour m'humilier une fois de plus, du moins le croyait-elle. Car j'ai toujours eu grande pitié de mes petites sœurs les ordures, si abandonnées, si solitaires, perdues dans les terrains vagues, entre les ronces et les orties, loin des hommes, boîtes de conserve vides et à moitié rouillées, préservatifs usagés, écartés à jamais des plaisirs et des cris, jouets cassés, journaux abandonnés qui n'apporteraient plus, désormais, des nouvelles qu'au vent et à la pluie. Faux nez, lunettes, lettres d'amour jamais envoyées, ou bien reçues trop tard, à l'époque où elles ne signifiaient plus rien, bouteilles vides, en verre, en plastique, à moitié crevées, vieilles revues porno promettant encore des plaisirs fabuleux, en couleur, en noir et blanc, bagues arrachées à des doigts pourris depuis longtemps déjà, car j'ai toujours eu très grande amitié de ma petite sœur la mort. Ma mame avait besoin d'emmener sa haine dans la tombe. Il fallait que sa victoire fût complète, définitive. Elle s'était fait des provisions pour l'éternité. Là-bas, elle se nourrirait de son dégoût de moi, tranquillement, comme un petit rongeur grignote un morceau de fromage dont le volume ne diminue jamais. J'avais eu bien tort de m'attendrir tout à l'heure, quand elle s'était mise à me parler presque gentiment. Le naturel était revenu au galop, et elle m'avait repoussé pour toujours dans une région désertique où jamais elle ne viendrait me tendre la main. Jamais, plus jamais. Que ces mots sont terribles, même pour un Jérôme Beauche. Devant moi s'ouvrait une éternité morne, glaciale, avec ces deux cadavres dont je n'avais même pas envie de me débarrasser. Après tout, ils étaient quand même une présence. Un peu de vie encore, un peu de chaleur humaine, mais oui. Et puis d'ailleurs, je ne risquais pas grand-chose. Personne ne venait jamais ici. Ma mame n'avait que des copines de bistrot. Quant à moi, je n'ai jamais su ce que le mot amitié veut dire. Autant laisser ces deux pauvres corps se décomposer paisiblement ici, à l'abri des regards indiscrets. Personne ne devait savoir que M. Cloret était venu à la maison. D'ailleurs, je crois bien qu'il n'avait plus du tout de famille, donc de ce côté-là, je ne risquais rien. Le jour où l'odeur des corps deviendrait vraiment intenable, j'aviserais. De toute manière, j'étais un peu comme Solange. L'idée de la mort ne m'impressionnait pas tellement. Un cadavre ne m'inspirait aucune terreur sacrée. Je n'y voyais qu'une simple transformation de la matière, une opération aussi naturelle que le passage du jour à la nuit. Je me sentais quand même un peu brisé par toutes les émotions de la soirée. J'ai vidé le reste de la bouteille de Calva, puis je me suis rendu compte que ma mame avait encore les yeux grands ouverts. Je les lui ai fermés avec d'infinies précautions, car ses paupières étaient si fragiles qu'elles auraient pu se déchirer, ou même, qui sait, tomber en poussière, là, d'un seul coup, comme des ailes de papillon. J'ai déposé le corps dans un fauteuil, près de la cheminée. Il m'a paru tellement léger que je me suis demandé si la mort ne l'avait pas vidé de toute sa substance, ne laissant de la pauvre mamam qu'un petit sac de peau parcheminé, aussi fragile qu'une baudruche. J'ai enlevé les lunettes noires de M. Cloret. Elles ne servaient plus à rien maintenant. Un mince filet de sang coulait encore sur l'écharpe rouge. J'ai eu brusquement l'impression atroce que M. Cloret faisait un effort immense pour garder les yeux fermés, comme s'il avait gaspillé toutes ses forces dans cette ultime bataille, perdue d'avance. Je me suis senti tellement désemparé que j'ai failli appeler Solange, mais je me suis tu. Il valait peut-être mieux attendre que la situation se clarifie. C'était plus prudent. Solange était souvent de bons conseils, mais elle avait parfois tendance à s'emballer, surtout quand la situation était un peu inhabituelle. Elle se montrait alors trop autoritaire, presque cassante, et je n'aimais pas ça. Elle aussi, de temps en temps, avait tendance à me traiter en inférieur, sans doute parce qu'elle avait suivi des études longues et compliquées, et que moi, je m'étais arrêté en classe de première. J'en avais déjà marre à cette époque, des ânes qui m'entouraient. Ils me donnaient des maux de tête. Je ne me sentais rien de commun avec eux. Je ne rêvais que de leur fausser compagnie pour toujours. Mais enfin, elle n'était jamais aussi méprisante que ma mame. Elle savait me comprendre, oui, et me consoler quand j'avais du chagrin. Oh oui, elle m'acceptait, même si elle ne m'aimait pas vraiment.
Beaucoup la détestaient car ils sentaient qu'elle était différente, inclassable, une étrangère. Solange voyageait sans passeport, tout comme moi. Elle franchissait les frontières la nuit et au petit matin, elle arborait l'air insolent, un peu hautain, des passagers clandestins, leur teint blafard, leur démarche raide, un peu somnambulique. Puis elle se fondait dans la grisaille du paysage. Elle désertait pour un bon moment la médiocrité quotidienne. Je me sentais vraiment comme un enfant que sa mère a abandonné sur un quai de gare à la nuit tombante pour aller se perdre dans la ville ruisselante de néon. Personne à qui adresser la parole, même insignifiante, rien que la nuit, coupante comme un rasoir. Aucune épaule, aucune main, pas un cœur qui battait à côté du mien, mais ce silence atroce. J'étais déjà enfermé, avant ma mort, dans le caveau de famille. Ils étaient tous partis sans prévenir. Pas un mot gentil, pas même un petit billet griffonné à la hâte. Ils avaient laissé des bouteilles vides, des assiettes sales, des papiers gras, et ils avaient fichu le camp. Mais qu'est-ce que j'avais donc fait? À qui avais-je donc déplu? Aurais-je prononcé une parole blessante? Moi, si discret, si effacé? Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours dans mon coin, à ruminer de sombres pensées. Je cheminais, si obscur, sous le ciel noir, et pourtant. Pourquoi, déjà, on jetait de la terre sur mon cercueil? Pourquoi déjà? Je n'avais rien demandé. J'avais bien le temps. Vivre encore un peu, ça ne m'aurait pas déplu. Quand ma maman était encore de ce monde, elle m'humiliait, certes. Elle me rabrouait, elle me traitait comme le dernier des larbins. Mais au moins, elle me donnait le sentiment d'exister. Car c'était bien cela l'important, exister. Avant, je prenais conscience que j'étais Jérôme Bauche dans mon abjection, dans l'humiliation quotidienne. Mais maintenant, je n'étais plus qu'un fantôme pesant, une absence de 150 kilos, 100 personnes pour me persécuter. Peut-être que ma maman n'était pas morte après tout. Peut-être qu'elle avait eu un malaise, tout simplement. Je m'étais sans doute affolé un peu vite. Ce qu'il lui fallait, un bon petit alcool, genre Calva ou Ricard, whisky à la rigueur. Ricard, c'était mieux finalement. Elle se remontait toujours avec ça, au café. Elle revenait très gaie, farfelue, enfantine. Elle dansait presque. Elle retrouvait des airs de son enfance. Elle gigotait en pleurant. Je la trouvais souvent irritante dans ces moments-là, mais je me rendais compte que c'était le bon temps finalement. Maintenant, il n'y avait plus personne pour mettre un peu d'animation dans la maison. Je serais bien allé voir dans la chambre de Solange s'il ne restait pas quelques bouteilles sous le lit, mais avec elle on ne savait jamais. Elle était si versatile qu'elle aurait pu se mettre en colère. Une de ces colères terribles dont elle avait le secret, surtout ces derniers temps. Mieux valait se méfier. J'aurais pu recevoir un bon coup de griffe qui m'aurait mis le visage en sang. Alors, prudence. Il n'y avait qu'une seule solution. Aller au drugstore de la rue Tardinet. Ils ne fermaient pas avant 2 heures du matin. Et puis ils étaient gentils dans ce magasin, bienveillants. En échange de la somme d'argent adéquate, ils vous laissaient emporter n'importe quel produit. Oui, mais voilà, l'argent. C'était bien là le problème. Un problème qui allait sans doute devenir de plus en plus préoccupant. Il me restait bien un peu d'argent de poche, quelques billets de 10 000, mais je n'allais pas tenir longtemps avec une telle fortune. Surtout que demain, en principe, j'avais au moins 2 rendez-vous. Comme chaque gamine demandait environ 5 ou 6 000 francs, j'étais bien obligé de reconnaître, si je faisais mes comptes, que je n'irais pas très loin avec ce qui me restait, même en ne prenant qu'un seul repas par jour. Je n'ignorais pas que maman m'avait caché de l'argent quelque part. Elle n'avait aucune confiance dans les banques et se plaisait à répéter que pour rien au monde, elle ne leur confierait ses économies, surtout avec les hold-up qu'il y avait en ce moment. Ce soir, je n'avais guère le courage de me mettre en quête de tous ces beaux billets, mais dès demain, je commencerai mes recherches. Solange me donnerait peut-être un petit coup de main. Elle était en général très habile dans ce genre d'affaires, et elle serait sans doute ravie de nuire encore une fois à Madame Bauche. J'avais beau essayer de me persuader que ma maman n'avait eu qu'un malaise sans gravité, mon angoisse ne s'apaisait pas. En ouvrant la porte, je lui ai lancé, d'une voix faussement rassurée, « Ne t'inquiète pas, ma maman, je vais chercher de quoi te remettre sur pied. Dans 5 minutes, je suis de retour, promis. » J'ai dégringolé les escaliers 4 à 4, et quand je me suis retrouvé dans la rue, j'ai eu envie de vomir. Le long des palissades grises, une sale lumière verte s'agrippait aux arbres nains et y faisait tournoyer des myriades d'insectes. Eux aussi étaient en prison. Les murs ne s'écrouleraient jamais. Ils ne connaîtraient rien d'autre que ce sale enfermement.
Ils se poursuivaient stupidement, en mouvance désordonnée. Ils zigzaguaient à la recherche de rien. Et c'est alors que, brutalement, je me suis rendu compte que ma maman était morte. Jusqu'ici, ce n'avait été qu'une idée vague, souterraine, un peu comme si tout avait eu lieu au cours d'un cauchemar poisseux. Mais maintenant, le rideau se levait enfin. La pièce était triste, graveleuse, tout le monde trahissait tout le monde, et pas un seul pour racheter l'autre. Le décor peint était minable, un peu sale, ciel gris, ciel éteint, pas un bravo, pas un rappel, pas un rire, et les arbustes perdaient lentement leurs feuilles en plastique. La musique était ordinaire, pas un bravo, pas un rappel. C'était un vaudeville raté, une tragédie dérisoire où le cocu continue à gesticuler sur la scène en riant, un couteau en carton planté dans le dos. Sous le ciel de gouache grise, je devais tenir mon rôle quand même. Après tout, c'était ce qu'on attendait de moi. On m'avait un peu poussé dans les coulisses, bien sûr, pour que j'accepte d'être Jérôme Beauche. Mais enfin, maintenant, je devais aller jusqu'au bout. Après, quand ça serait fini, je me démaquillerais, oui, et dans mon cercueil, avec ce souffle très léger, quand même, sur mon sommeil. Enfin. Solange disait « Les paupières des aveugles sont si fragiles que des fois, j'ai envie de les embrasser longuement. Car ces yeux, tu comprends ?» Je comprenais, oui, et aussi que je parlerais à des morts désormais. D'ailleurs, cela ne me changerait pas tellement. Les vivants, on les appelle comme ça, le sont si peu. Ils vous parlent de si loin, comme s'ils vous faisaient des signes incompréhensibles d'une autre planète. Ils sont si froids, si résignés, si lâches. Pas un seul geste, pas une seule parole qui ne soit une blessure. Oui, je peux le dire, pas un seul. Et le Ricard pour ma mame, quelle vaste blague. J'avais essayé de m'abuser moi-même, de faire comme si rien ne s'était passé ce soir. Je m'étais enfoui dans mon oreiller comme un gosse qui essaie magiquement de retarder l'heure de l'école. Ce n'est pas Solange, certes, qui aurait eu ce genre de faiblesse. Elle était dure, coupante, impitoyable le plus souvent. L'ignoble réalité, elle savait la regarder en face et prendre les mesures qui s'imposaient, au moment où il le fallait, sans perdre une seconde. Souvent, elle se moquait de moi, parce que contrairement à elle, j'avais tendance à m'affoler ou à nier l'évidence, ou encore à me réfugier dans le rêve quand je n'apercevais plus la moindre issue. Je me suis senti tellement découragé que je me suis appuyé contre un arbre. Heureusement, ce n'était pas un de ces sales arbres nains, un de ces avortons feuillus qui avaient poussé comme le chien-dent rue des Papillons Blancs. Il s'agissait du seul arbre normal, le platane. On l'entourait de soins religieux dans le quartier. Il était le seul à avoir poussé sans se recourber vers le séjour des morts. C'était l'arbre de vie, gluant de poussière et d'urine, dressé fièrement vers le ciel. Mais où donc était passé le vent d'avril, si léger, si caressant, audacieux parfois, avec ses anges aux ailes baladeuses, se glissant sous les robes en cotonnade, sous les culottes aux coloris toujours émouvants? Personne ne le savait. Ces corps frôlés nous demeureraient à jamais étrangers. Toutes ces vies, on passait à côté, et puis rien. Alors que, il y avait tant à dire. Mais non, vraiment personne. Rien que des effluves qui faisaient venir les larmes aux yeux. Tant d'aventures manquées, et il fallait faire semblant de... Enfin, ce n'était quand même pas une raison pour. Les musiciens tremblaient de désir dans les kiosques, là-bas, sous les feuillages, au bout des allées profondes. Et ce n'était pas tellement facile de penser à Polly. En ce moment, j'aurais bien été incapable de dire si elle était brune ou blonde, grande ou petite, avec les yeux couleur noisette ou de ciel pur. Et puis d'ailleurs, quelle importance. Peut-on décrire une douleur? Demain, si je m'en sentais le courage, j'irais là. Oui, j'irais. Et tant pis pour Solange. J'avais bien le droit après tout. J'étais un homme. Un nez, une bouche, 2 yeux, un cœur, 2 bras, 2 jambes, une bite. On appelle ça un homme jusqu'à nouvel ordre, non? J'avais aussi des sentiments. Alors, qu'exigeait-on de plus? Il fallait présenter d'autres certificats? On me refoulait à la douane parce que... Mais moi, je savais bien que c'était faux. Demain, j'irai guetter Paulina Semilionova à la sortie de l'école. Je ferai provision d'images. Et puis après, je rentrerai me coucher. Les villes englouties alors. L'amitié des noyés, qui depuis bien longtemps ont cessé de dire des bêtises ou des méchancetés. Dans l'eau noire où plus d'un a trouvé une patrie.
Plus de bégaiement, plus de sous-entendus, quiétude et silence, enfin. La planète infestée d'hommes n'est plus qu'un mauvais souvenir, pas de regret. Quelques enseignes lumineuses déchiraient l'ombre. L'entrée d'un cinéma, avec des lueurs pâles, tremblotantes. J'ai jeté un coup d'œil sur l'affiche. Il était question d'un musicien assassin. Dans la lumière bleutée, devant l'entrée, quelques jeunes gens discutaient avec passion. Ils ont dû croire que je les espionnais, car ils se sont mis à parler beaucoup plus doucement. Je me suis éloigné et je me suis enfoncé dans la nuit trouée de feux pâles, en pleurant, sans peine bien précise. Sur un banc, une vieille clocharde somnolait, une bouteille à moitié vide à côté d'elle, une petite valise sur les genoux. Son peignoir bâillait sur une poitrine décharnée. Elle sentait si mauvais que j'ai accéléré le pas. J'ai éprouvé, pendant quelques minutes, l'impression atroce qu'elle me suivait de loin, tout en restant assise sur son banc. Et puis, plus rien, elle a lâché prise. Je suis passé devant un restaurant de luxe, et brusquement, j'ai eu envie de me jeter au milieu des dîneurs pour leur avouer ce que j'avais fait. Curieusement, je me sentais innocent de la mort de M. Cloret. Ce que j'avais envie de proclamer bien haut, c'était l'assassinat de ma mère, la manière odieuse dont je l'avais étranglée de mes propres mains. Alors, peut-être, je me serais senti soulagé. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas amorcé le mouvement vers la porte. Je me suis contenté de coller mon visage à la vitre et de dévisager d'un œil glouton les jeunes femmes scintillantes, insolemment fardées, qui buvaient du champagne avec des gestes nonchalants, en caressant de temps en temps la main de leur partenaire, les yeux brillants de bonheur. Je les déshabillais lentement, méthodiquement. Je les prenais dans mes bras, avec d'infinies précautions. Elles se livraient sur moi aux caresses les plus impudiques. J'écartais doucement leurs cuisses soyeuses, et elles renversaient la tête en arrière, en riant aux éclats. Un maître d'hôtel est sorti du restaurant et m'a prié sèchement de bien vouloir m'éloigner. Je dérangeais les clients, je leur coupais l'appétit. C'était un restaurant ici, pas un zoo. J'ai obéi sans discuter. De toute manière, si j'avais réussi à gâcher la soirée d'une de ces magnifiques fleurs de serre, c'était mieux que rien. Peut-être que l'une d'elles, en rentrant chez elle au bras de son amant, se souviendrait encore de mes grosses lèvres rouges collées contre la vitre comme un poisson monstrueux, et au moment de faire l'amour, prise de dégoût, se mettrait à hurler. Ainsi, moi aussi, à ma manière, je participerais un peu au bonheur du grand monde. Il y avait encore plusieurs bistrots ouverts près de la maison. Je me suis engouffré dans l'un d'eux au hasard, le Palais de Cristal. On me connaissait bien dans le quartier, mais comme j'étais peu bavard, je n'attirais guère les confidences. On se méfiait de moi, je le sentais bien. Un solitaire est toujours suspect, surtout s'il présente quelques difformités physiques. Le café, quand on n'a plus nulle part où aller, c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est le refuge des paumés, des solitaires, le paradis des ratés, l'antichambre de la morgue. On s'y sent libre comme sur un pont de navire, battu par le vent et les embruns. On y retrouve un peu la fabuleuse irresponsabilité de l'enfance. On est noyé dans la foule, mais délicieusement seul, aux aguets, paupières mi-closes. Ma mame passait là une bonne partie de ses journées. Quant à moi, je devais faire attention, car Solange n'aimait guère me voir traîner dans ces lieux de perdition. Elle n'était pourtant pas tellement sobre elle-même, loin de là. Mais quand elle se rendait compte que j'avais bu, elle pouvait entrer dans des colères terribles. Enfin, ce soir, je ne risquais rien. D'ailleurs, j'avais déjà bu pas mal. Du vin rouge, du calva. Alors après tout, au point où j'en étais, je pouvais bien continuer. J'éprouvais un obscur besoin d'humiliation, d'avilissement. Peut-être cette exigence soudaine avait-elle été déclenchée par l'étrange sensation que j'avais ressentie lorsque le maître d'hôtel m'avait prié de ne plus importuner les clients du restaurant, ce frisson voluptueux de dégoût pour moi-même, comme si je m'étais vu à ce moment-là, tel que les autres me voyaient sans doute, une limace, rien de plus. Peut-être éprouvais-je aussi, tout simplement, le désir de noyer mon désespoir dans l'abjection, à la manière de ces candidats au suicide qui attirent irrésistiblement les endroits les plus répugnants, les plus nauséabonds d'un fleuve, à la sortie des égouts par exemple, ou en aval d'une usine. J'ai demandé plusieurs bières à la suite, puis un verre de rosé, et un autre, et encore un autre. J'avais la ferme intention de vomir ici, au milieu de tous ces gens étrangers, et de me faire expulser ensuite, comme un chien, à coups de pied si possible. Comme mon estomac tenait encore le coup,
J'ai réclamé un grand verre d'anisette. Rien de tel pour dégueuler. Le garçon m'a jeté un regard méfiant et m'a demandé si j'avais de quoi payer. J'ai jeté 3 billets de 1000 sur le comptoir et il s'est radouci. Autour de moi, les ivrognes du quartier gesticulaient, piaillaient, rotaient, philosophaient, riaient, pleuraient, s'engueulaient à propos de tout et de rien, du tiercé et du coût de la vie, de la télé et de la désunion de la gauche, de l'invasion des bougnoules qui viennent voler du travail aux chômeurs français. Et un jour, oui, les jeunes se révolteront et ils mettront toute cette racaille dehors. Alors on sera entre Français. Enfin quoi? Merde. Trop de Noirs dans les rues, trop d'Arabes dans les cafés, alors qu'en France, les braves gens avaient déjà bien du mal à vivre. C'est vrai quoi. Après tout, on est chez nous, on leur a rien demandé, et ils viennent violer nos filles en plus. Que fait le gouvernement? Rien. Tout juste si on les décore pas, ces sales bougnoules. D'ailleurs, Saint-Étienne devrait changer d'entraîneur. Il y a longtemps que je le dis. Ça finira mal tout ça, vous verrez. Hier, j'ai baisé une fille avec un cul splendide. Oui, mais vous verrez, un jour, on aura un nègre à l'Élysée et on sera obligé de se prosterner, un genre d'Amin Dada. À force d'être faible, c'est ce qui arrivera. Moi, je dis qu'un homme... Remarquez, les derniers sondages, 52-50, rien à dire. Je suis socialiste, monsieur. Moi, un vieux socialiste. J'ai fait 36. J'ai vu Léon Blum. Mais les communistes, non, j'ai pas confiance. Vous n'y pensez pas. J'ai déjà couché avec une noire. Elles sentent différemment. Elles sont très sensuelles. Le football moderne. Maintenant, tout va éclater, je le sens bien. La planète tourne trop vite dans l'espace. On est tous un peu des orphelins, pas vrai, jeune homme? C'est pourquoi qu'on vient ici, non? Sinon, on aurait un chez nous, non? Alors, comme on n'en a pas, on est tous là et on gesticule. Vous prendrez bien un canon? Vous n'êtes pas très causant. Je vous ai déjà vu plusieurs fois. Vous êtes un type bizarre, toujours seul. Remarquez, si vous voulez pas causer, je vais pas vous forcer. Je vais boire un autre verre à votre santé, tant pis. Mais retenez bien ce que je vais vous dire, jeune homme. La planète est en train de quitter son axe. Les jours qui vont venir seront froids, très froids. On regrettera les temps anciens. Il n'y aura plus d'été. Il n'y aura plus de printemps. Le piège va se refermer sur nous, oui. La laideur deviendra superbe. Le soleil s'obscurcira et les putains seront adorés comme des déesses. Un chien sera proclamé empereur. On verra dans les rues des folles peintes en bleu. En vérité, je vous le dis, jeune homme, les ténèbres viennent vers nous, et vous ne pouvez même pas imaginer l'horreur des jours futurs. J'ai toujours détesté les prophètes de bistrot. Je m'en suis écarté et j'ai commandé un 2e verre d'anisette. Je sentais avec satisfaction que mon estomac commençait à se révolter. Encore un verre et je toucherai au but. Je l'ai vidé d'un trait et le vomi a jailli avec une force qui m'a étonné moi-même. Cela dépassait mes espérances. Il y en avait sur le comptoir, sur les voisins. Même le garçon avait été touché. Une véritable inondation. J'étais le seul à n'avoir pas été atteint. Une sorte de petit miracle. Pendant que je vomissais, toutes les conversations, tous les délires du bistrot me parvenaient avec une netteté extraordinaire. Un peu comme ces conciliabules suspects que l'on surprend au petit matin, dans un demi-sommeil, alors que l'on est encore frileusement recroquevillé sous les draps. Football moderne, mobilité de l'attaque, mobilité de la défense, échange, la fin de la suprématie allemande? Peut-être, mais le Bayern tout de même. Maintenant, c'était le règne de la médiocrité. Les lumières s'éteignaient une à une. Le stade se vidait. Des bouteilles vides sur le terrain, mais ça ne fait pas un spectacle, même en nocturne, même quand on vient de loin. Il fallait apprendre à ne pas devenir amer. Herbin aurait mieux fait de laisser la place. Un chien sera nommé empereur. Il prendra des décisions aberrantes. Tous ceux qui ne sont pas des chiens seront déportés en masse et exécutés, car un chien tient mieux au sol, avec ses 4 pattes. Mais l'homme est si fragile, un souffle de vent le jette par terre. Il gémit et personne ne l'écoute. Les bœufs mangent de la verdure dans les champs paisibles, mais l'homme claque du bec, comme un canard devenu fou. Un horrible crochet perce sa mâchoire, et une corde lie sa langue. Les folles s'échapperont des asiles et défileront avec les mêmes gestes. Un grand ouragan se lèvera des confins de la terre. Effroi de toutes parts. Ce sera ainsi. Les sexes des hommes tomberont en poussière, et les femmes n'abriteront plus la vie. En guise de pain, les hommes se nourriront de douleur,
Ils espéreront la lumière, mais elle ne reviendra jamais. Le Bayern de Munich ne reprendra plus jamais la tête du football européen, qu'on le veuille ou non. Il rôdera sur la terre et il y circulera, mais il ne retrouvera jamais sa place. Il sera souillé par les ténèbres et par les ombres. Les sauterelles arriveront et les hannetons qui mangeront l'herbe des stades. On allumera en vain les projecteurs, il n'y aura plus personne, sauf un dont le visage sera rougi par les pleurs, là-bas, sous les rameaux qui ne reverdiront plus. Ce que je souhaitais confusément a fini par se réaliser. Le garçon a bondi par-dessus son comptoir, avec la souplesse insolente des héros de western. Il m'a empoigné par mon col de chemise. Je n'avais pas la moindre envie de me défendre. Il était bien plus délicieux de passer pour un lâche. Les trognes écarlates, qui, il y a quelques secondes, ignoraient mon existence, s'étaient toutes tournées vers moi, avec un ensemble touchant. On me dévisageait haineusement. Tous ces braves gens n'auraient sans doute éprouvé aucune gêne à me casser la gueule, mais ma corpulence devait les impressionner. Ils se contentaient de brailler en me traitant de tous les noms. Enculé, poivreau, salopard, gros tas de merde, trou à bite. Ils me menaçaient de me faire payer le nettoyage de leurs vêtements et, si je refusais, d'aller chercher la police. Le garçon m'a traîné jusqu'à la porte et m'a jeté sans ménagement dans la rue, après m'avoir botté les fesses. Comme il voyait que je ne me défendais pas, plusieurs clients m'ont à leur tour caressé délicieusement l'arrière-train du bout de leurs chaussures. Je les ai remerciés à voix basse, humblement. Grâce à eux, j'accédais à un autre monde. J'ai joui avec une telle violence que j'ai eu peur que la rue ne soit inondée. Heureusement, l'étoffe de mon pantalon était solide. Le flot de foutre se brisait contre la digue. J'ai entendu une voix rauque me traiter de lopette et la porte du café s'est refermée bruyamment derrière moi. J'allais, obscur sous la nuit, gluant entre les cuisses, l'arvère. Cette fois, j'étais complètement seul. Les virtuoses du godillot ne s'intéressaient plus du tout à moi. Je retombais dans l'anonymat absolu. D'ailleurs, cela valait peut-être mieux pour moi en ce moment, vu les découvertes un peu gênantes que la police aurait pu faire dans mon petit meublé. La nuit était de plus en plus épaisse. Elle pesait de tout son poids sur mes épaules. Elle transformait en lame du couteau la lumière des réverbères. Elle se coulait à l'intérieur des arbres et en faisant des cercueils de plomb. Et moi, le plus lourd de tous, elle m'attirait vers le fond. Elle m'entraînait vers ses sables. Elle me serrait tendrement dans ses bras de poulpe. Elle me broyait insidieusement. Mes os craquaient dans le silence des profondeurs vertes. Et pourtant, je n'étais pas encore complètement heureux. Il me fallait m'enfoncer un peu plus, comme s'il y avait eu, plus bas, encore plus bas, d'autres trésors, d'autres galions, et peut-être, comment savoir, Paulina Semilionova. Le royaume des fées, pour le moment, serait été une autre humiliation. Je n'étais pas rassasié. Il me fallait encore descendre quelques marches. L'avilissement n'est jamais total. C'est pourquoi sa recherche est si douloureuse, comme celle de Dieu. J'avais faim, moi, de mon propre néant, ma seule éternité. Je n'étais pas le genre de garçon qu'on aperçoit le samedi après-midi vers 5 heures, sirotant tranquillement un diabolo menthe avec une paille, en sifflant les filles. Il me fallait des liqueurs plus fortes, d'autres rues à traverser. On ne me voyait pas souvent dans les clous, et pour cela aussi, il fallait payer. La rue des putes, c'était un peu plus bas, une fois qu'on a laissé la rue des papillons blancs, et que l'avenue rameuse, la troisième à droite, dégringole en cascade vers l'impasse Bronchette. Je n'avais pas la moindre envie de baiser. Je l'avais d'ailleurs rarement, car baiser, Solange se plaisait à le répéter, c'est un plaisir des vivants. Mais les morts sont des aristocrates, et rien de tout ça ne les amuse. J'avais seulement envie de descendre les dernières marches, histoire de mouiller enfin au port tranquille, là où l'on se déteste tellement qu'il ne reste plus qu'à mourir, et rien après. Je naviguais dans l'impasse Bronchette. Elles étaient toutes là, les filles. Elles ne m'aimaient guère, car je n'étais pas un bon client. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, comme elles disaient souvent, j'avais une sale gueule. Les gros, les femmes ne les aiment pas tellement, surtout s'ils sont pauvres. En plus, mon pubis, sans le moindre poil, ça leur flanquait la frousse. Les monstres, on en a peur, rien à dire. C'est pas du côté femme qu'il faut attendre un peu d'indulgence. L'impasse Bronchette descendait en pente douce vers les boulevards de Ceinture. Elle venait mourir contre un mur en briques rouges, derrière lequel se déroulait une vie fabuleuse.
Les soirs de fête, on entendait des pétards éclater. Il y avait bal, sans doute, et tant de cris d'amour, tant de caresses sous les feuillages, des danses. Il y avait des danses, des corps frôlés, des seins abandonnés. Il y avait des serments. Et les fiancés s'abandonnaient et pleuraient de bonheur. Et ici, il n'y avait que la souffrance et le malheur. La vie ne passait plus. Les nuages étaient des varices. Le ciel, un énorme abcès. De l'autre côté, on s'amusait. Quand on vous chatouillait, on riait. La chair est si tendre, quand on la touche, elle se déploie, comme une fleur qui s'élance vers le soleil. C'est ainsi. Mais ici, rien. On avait bâti ce mur et les miettes du festin, voilà ce qu'il restait. La vie, chez nous, elle avait déserté depuis longtemps. Derrière les murs de la prison, on essayait de la singer, mimer, un genre de rituel. C'est comment la vie? On ne sait pas très bien, mais les murs montent si haut. Il faut imaginer. Derrière, c'est la fête. Entrée ouverte à tous. Niniche, barbe à papa, auto-tamponneuse. On imagine, oui. Tendresse sur les corps, joie dans le ciel. Les alcools paraissent un peu fades à ceux qui s'aiment. Pommes dans des sucreries rouges, nougat, réglisse, boissons tièdes. Pourtant ici, les lueurs, on les apercevait de très loin, même le jour du 14 juillet. On collait l'oreille contre le mur, mais non, tout était déjà fini. Ils avaient tous plié bagages de l'autre côté. La fête avait lieu ailleurs, maintenant. Ici, c'était toujours le pays des morts. Et s'il arrivait à l'un de nous d'entendre un rire, il savait bien que ce n'était qu'une lamentable parodie.